Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de Tout au clair ce mardi sur la télévision du Monde. Une édition qui se consacre davantage aux questions économiques avec, vous le savez, depuis dimanche, la mise en route effective de la zone de libre-échange continental. La décision a été adoubée par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Niamey au Niger à l'issue de la session ordinaire de l'Union africaine qui se tient dans ce pays. 5 ans de négociations pour une mise en œuvre effective de cette zone de libre-échange continental, mais également de 2018 à 2019, des avancées considérables enregistrées sur le terrain, des chefs d'État de plus en plus en phase pour l'effectivité de cette zone de libre-échange continental qui peut-être pourrait donner plus de flexibilité aux économies africaines et davantage porter le développement du continent noir qui a du mal à pouvoir être représenté de manière significative sur la scène internationale. Et pour justement comprendre les tenants et les aboutissants de la mise en route effective de la zone de libre-échange continental, nous avons fait le choix de nous pencher sur cette question ce soir dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du Monde, de la mise en naissance de cette initiative jusqu'à son adoption ce dimanche à Niamey au Niger. On fera le tour de la question avec nos différents panélistes sur le plateau. Tout au clair, lundi, mardi, mercredi, est une émission talk show interactive. Vous à la maison, vous pourrez donc tout à l'heure nous envoyer vos contributions ou alors vos questions via le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26, c'est le code d'accès pour ceux qui sont au Cameroun et ceux qui sont en dehors du Cameroun. Il vous suffit simplement d'ajouter l'indicatif de notre pays, le 00237, et vous faites partie de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est une problématique, mais également des invités. Tout de suite, la présentation du panel. Le panel de ce soir est large et éclectique, un panel qui fera le tour de la question. On les a triés au volet, c'est messieurs qui ont accepté d'être avec nous ce soir et avec eux nous reviendrons sur la mise en route effective de la zone de libre-échange continental qui donc devient opérationnelle en attendant l'effectivité sur le terrain d'ici 2020 tel que souhaité par les chefs d'État et de gouvernement réunis en session plénière de l'Union africaine à Niamey au Niger. Et parmi les hommes que nous avons sollicités ce soir, il est, il faut le préciser, expert consultant senior, PDG d'un cabinet d'expertise financière et de management dans la ville de et même au Cameroun. Il s'appelle Léopold Tchako. Il est en notre compagnie ce soir. Monsieur Tchako, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Merci, c'est moi qui vous dis merci parce que m'inviter pour un sujet aussi brûlant, je trouve que c'est très important d'en parler. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté d'être notre invité juste à côté de vous. Un homme qu'on ne présente plus, avocat au barreau du Cameroun. On retiendra essentiellement cette casquette en cette soirée. Maître Joseph-Claude Biliga, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'inviter une nouvelle fois à votre émission. Merci à vous, Maître Joseph-Claude Biliga. En face, 3 autres messieurs, non des moindres. Un homme politique, par ailleurs, économiste de formation. Il est en notre compagnie ce soir. Honoré Desumo, qui est là pour la toute première fois dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du Monde. Présent, Honoré Desumo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et merci pour cette invitation. Je suis très honoré d'être ce soir ici, accompagné de tous les éminents experts que vous avez invités. Et nous espérons bien entendu que les téléspectateurs vont être éclairés sur les questions de libre-échange sur lesquelles nous allons échanger ce soir. Merci à vous d'être des nôtres ce soir. À côté, un enseignant d'université, il parle de tous les sujets. Il est avec nous ce soir.
Claudel Campouer, bonsoir. Bonsoir Frédéric Motomin. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je vous en prie, et c'est un honneur pour moi de partager le plateau, surtout avec le grand maître Biliga qu'on ne présente plus. Merci à vous Claudel. On espère que vos étudiants seront également ravis de vous savoir à ce programme qu'ils regardent très régulièrement et il ne manque pas de nous envoyer d'ailleurs des messages chaque soir. Et puis on retrouve pour ce soir encore Aloïse Onana, journaliste. Et pour ce soir, il va jouer le rôle de consultant. Aloïse, bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à ceux qui nous regardent à travers le monde. Je sais qu'ils sont très nombreux, surtout à travers l'Afrique. Quand on parle de libre-échange, et qu'on sait que c'est quand même une affaire qui concerne un peu plus d'1,5 milliard de personnes, 2,2 milliards pour être précis. Donc du coup, j'imagine que à travers le monde, des gens nous regardent et attendent qu'on leur apporte des idées plus claires. Alors, il faut leur apporter des idées plus claires. Dimanche, la nouvelle est tombée. Les pays africains sont d'accord sur cette zone de libre-échange. D'où est-ce qu'on est parti pour arriver à cette décision dimanche de façon succincte, pour ne pas être très long? Avant même de donner un peu la genèse, c'est peut-être dire un peu à nos téléspectateurs ce qu'on entend par libre-échange, zone de libre-échange. C'est-à-dire c'est un espace économique ou commercial dans lequel des pays se décident, n'est-ce pas, à revoir un tout petit peu les tarifs douaniers afin de permettre aux gens, aux uns et aux autres de commercer un peu plus aisément. Et toutefois, chacun garde sa politique commerciale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai ouvert mes frontières à d'autres que je vais du coup laisser entrer des gens comme comment dirais-je, les commerces comme je voudrais. Non, du tout. Il faut juste recadrer. Mais on fait un peu, si vous voulez, on accepte soi-même de réduire un tout petit peu. Pourquoi donc? Parce que justement, on s'est rendu compte que l'Afrique commerce difficilement ou alors chichement entre elles-mêmes. On parlait de 17% en 2017 des États africains dans leur ensemble. Je pense que au niveau de la zone CEMAC, on est à 3% tout simplement. Et là, quand on parle de 3%, c'est que très souvent, c'est un 2% qui tutoie 3%. Et donc, on s'est dit peut-être qu'il est grand temps qu'on accepte, n'est-ce pas, de s'ouvrir les frontières, question de permettre aux uns et aux autres de faire du commerce. C'est là où il y a donc problème. C'est-à-dire, vous avez parlé de la douane, qui pour certains pays est une source de revenus très considérable. Et pour d'autres, c'est un élément qu'on peut un tout petit peu négliger sans vraiment laisser tomber. C'est donc là où il y a des pays comme le Nigeria qui estimaient que ce n'était pas trop son affaire. Donc, on aura le temps d'y revenir. Exactement, donc d'où un peu sa réticence qu'on va développer. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'on salue l'affaire parce qu'on se dit, oura, les gens pourront enfin envoyer leurs marchandises du nord au sud, de l'est à l'ouest sans plus avoir à affronter d'énormes barrières douanières. C'est un peu pour cela que j'imagine que des gens sont intéressés à cette histoire et que le président Sissi parlait du monde qui nous regarde, justement parce qu'il sait que c'est un sujet très complexe, parce qu'on sait quand même que les gens en Afrique ont encore beaucoup trop de problèmes. Lorsqu'on veut commercer des uns des autres, comme en Europe, comme en Asie, il y a des préliminaires qu'il faut avoir impérativement. Je ne parlerai pas de la monnaie, je ne parlerai pas des routes et autres qu'on va développer au cours de l'émission. Alors, le Tchako, une belle initiative saluée par l'ensemble de l'Afrique. Cette décision des chefs d'État et de gouvernement réunis à Niamey, comment vous l'avez perçue? Je suis un peu dubitatif par rapport à ce qui a été fait parce que pour moi, je pense qu'on est allé très vite. Nos économies sont encore embryonnaires, il faut que ce soit clair. Nous ne pouvons pas ouvrir nos frontières aujourd'hui sans toutefois travailler sur 3 grands piliers. L'énergie, l'infrastructure, la logistique. Qu'est-ce que nous parlons de libre-échange quand pour quitter Douala et aller au Nigeria, il faut 3 jours? Nous ne pouvons pas parler de libre-échange quand on quitte le Cameroun pour aller au Soudan, il faut 5 jours, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien. Nous ne pouvons pas parler de libre-échange quand on ne peut pas produire parce qu'il n'y a pas d'électricité. Tous les 54 pays d'Afrique, à peine 3 pays ont de l'énergie. Bon, nous avons 51 pays qui n'ont pas d'énergie pour produire. Nous ne pouvons rien produire. On va changer quoi? Nos tomates, la tomate qui est produite à Fumban, pour arriver au Tchad, sera déjà à la bouillie. Bon, pour moi, nous sommes arrivés sur ce point qui est très important, qui est à féliciter, mais il y a des préalables. C'est pour ça que je trouve que 2020, pour sa mise en œuvre,
est impossible. Parce qu'il y a tout un travail De fond. de fond qu'il faut faire. Analyser chaque économie. Sur le plan économique, vous savez ce qu'on appelle une zone de libre-échange? C'est une zone qu'on a créée pour la division de travail. C'est-à-dire, dans le monde, on a pensé sur le plan économique, des grandes économies ont pensé, on peut faire une division de travail. L'idée était de quoi? Si le Cameroun est un pays qui sait cultiver la tomate, on concentre toute l'énergie sur le Cameroun pour qu'il produise la tomate et vende partout dans les autres pays. Et maintenant, comme ça, repartir à chaque secteur, à chaque pays dans la zone, une force qui va développer ce pays. Aujourd'hui, nous n'avons aucune liste, on n'a encore rien qui montre que tel pays va produire ceci, tel autre va produire pour que la libre-échange puisse fonctionner normalement. Bon, pour moi, il y a encore des choses à faire sur le plan logistique, énergétique et sur le plan infrastructurel. Ça, c'est les 3 points qu'il faut qu'on regarde. Claude Campoire. Oui. Une belle initiative, certes saluée, mais qui tout de même reste en travers de la gorge de certains économistes qui pensent qu'on a mis la charrue avant les bœufs au regard de tout l'engouement qu'on observe aujourd'hui dans les pays africains qui célèbrent même la mise en route effective de cette zone de libre-échange. Bien évidemment, hein, c'est une initiative à féliciter. Parce que ne restons pas toujours à la traîne. Hein. Semen Ousmane disait, tout changer, nous devons vivre avec notre temps. On va en prolongement de ce que McLuhan avait appelé le monde planétaire, le village global. Aujourd'hui, on ne doit pas se cantonner uniquement à certaines zones circonscrites. Il faut faire évoluer les choses avec la mise sur pied de l'OMC. Vous voyez, l'Organisation mondiale du commerce qui consistait à faire vendre partout. C'est même une pression qu'on met à chacun des États pour qu'ils se mettent à la page, c'est-à-dire qu'ils soient prêts à aller en compétition, parce qu'aujourd'hui, le marché ne se résume plus à une seule aire géographique, il faut étendre les tentacules. Maintenant, ce que nous voyons, moi j'appelle ça des bonnes intentions. Mais maintenant, pour la mise en œuvre de ces intentions, il faut étrangler, permettez-moi l'expression, étrangler les goulots d'étranglement. On le voit ici avec la zone CEMAC. Vous voyez que tous les autres pays, si vous suivez les résolutions de la session extraordinaire des présidents de la zone CEMAC, qui s'était réunis en N'Djamena le 31 octobre 2017, il s'était assorti des résolutions qui devaient favoriser la libre circulation des biens et des services dans la sous-région. Vous voyez que 4 pays se sont conformés, mais il n'y a que 2 pays qui sont à la traîne, notamment le Gabon et la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui sont en train de les freiner. Le premier élément, ils ont parlé de cette forte propension migratoire des populations qui les inquiète. Deuxième élément, ils parlent de la spoliation économique. Ils ont très peur parce que vous savez, seulement le fort potentiel camerounais est prêt, enfin ils ont peur de ce fort potentiel camerounais économique qui peut les envahir et puis les fragiliser. Et en troisième position, ils parlent de la perversion sociale accompagnée de la délinquance étrangère. Donc tous ces facteurs-là, il faudrait travailler là-dessus pour qu'on mette véritablement en œuvre cette zone de libre-échange. Une zone de libre-échange, Président Sumo, qui peut, au regard de ce qui est fait aujourd'hui, au regard de ce qui est encore en train d'être fait à Niamey, à raison de cette session, qui peut notamment donner des airs. On peut estimer que l'Afrique a voulu simplement s'aligner sur la logique de l'Europe à travers son regroupement et peut-être même de l'Asie. Je dois dire que premièrement, il faudrait féliciter cette initiative et l'aboutissement de ces négociations qui ont duré, comme un des panélistes le disait, à peu près 5 ans. Il y a une volonté politique. Et cette volonté politique doit être saluée. Évidemment, il y a un long chemin. Quand vous partez de cette volonté politique, ensuite il y a les questions techniques. Parce qu'une zone de libre-échange, ce n'est pas la signature d'actes politiques. Vous avez 55 pays très différents, très différents. Vous avez des pays qui sont
aux portes de l'émergence. Vous en avez d'autres qui figurent parmi les plus pauvres de la planète. Vous avez des pays semi-industrialisés, donc qui transforment des produits. Vous en avez qui n'ont qu'un seul produit d'exportation. Donc il y a un gros travail à faire. Et ce travail prendra des années, puisque chacun de ces pays va soulever une exception. Va dire, moi, je ne peux pas ouvrir aujourd'hui parce que je ne suis pas prêt. Et chaque pays donnera des éléments en disant, ben voilà, moi, je n'exporte qu'un pays, qu'un produit, ou dira, moi, les recettes douanières, c'est 80% de mon budget, etc. Donc, il y a le cas par cas. Et donc, il y a un gros travail à faire. Et c'est à ce niveau que les experts vont intervenir, que les professionnels vont intervenir. Évidemment, il faudra de l'argent pour tout cela. Il faudra de l'argent. Parce qu'en fait, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Quand on a franchi le seuil de la volonté politique, maintenant, il y a l'argent, il y a le budget. Et il me semble que ce n'est pas un point qui a été fortement souligné lors de cette conférence. J'ai cru comprendre que pour le fonctionnement du secrétariat général, le Ghana, qui va abriter donc ce secrétariat général, a débloqué une somme de 10 millions de dollars. C'est juste un signe de bonne volonté. Maintenant, d'où viendra l'argent? Le président nigérien a dit on va voir au niveau du budget de l'Union africaine. On sait très bien qu'au niveau du budget de l'Union africaine, il y a tout un débat qui finance ce budget. Donc je pense qu'il y a le nerf de la guerre, qui est l'argent. Il faudrait que rapidement, que ce budget-là soit mis en place, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui auront à travailler sur ce dossier. Alors, si beaucoup d'experts auront à y travailler, mais maître, on a compris l'étape historique qui a conduit à la mise en route de cette zone de libre-échange, mais la zone en elle-même, comment peut-on ou doit-on la comprendre, partant peut-être d'un Camerounais lambda rencontré dans les rues de la capitale économique du Cameroun, Douala? Il faut d'abord noter une chose, c'est qu'en fait, c'est pas la première zone de libre-échange. La seule chose, c'est que les zones de libre-échange sont régionales. La CEMAC, c'est une zone de libre-échange. La CEA, avec les difficultés qu'on connaît. La CEA, c'est en une. L'UMOA, la SADEC, sont des zones de libre-échange qui permettent à un Camerounais qui veut investir, par exemple, au Gabon, ou qui a ses produits à vendre au Gabon, de pouvoir circuler sans trop de restrictions, et même au niveau des douanes. Il faut également noter que, et dans le cas de la zone de libre-échange, on favorise, il y a d'abord un libre-échange des marchandises, mais également des personnes, mais les personnes hommes d'affaires. C'est parce que vous comprenez. C'est la différence entre l'Union européenne où les citoyens peuvent se mouvoir n'importe comment. Il faut d'abord être un homme d'affaires qui auront sans doute un passeport spécial qui les permettront de partir d'ici, d'aller au Soudan, d'aller au Tchad, d'aller n'importe où pour pouvoir investir. Donc je crois que pour le citoyen lambda, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les barrières douanières vont progressivement se rabaisser. Compte tenu du fait que tous les États ne sont pas au même niveau de développement et les polices l'ont indiqué, il y a certains qui ont bénéficié de la possibilité de pouvoir y aller d'une manière progressive pendant 10 ans par exemple. Le Niger a eu pour 15 ans, pendant lesquels la levée des barrières douanières sera progressive. Voilà. Puisque tous les pays ne sont pas sur un même pied d'égalité. Il y a des pays qui ont un fort potentiel et industriel assez élevé. Et il y a certains pays qui sont des pays qui sont enclavés, donc qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas l'accès au port et qui ont donc des difficultés au niveau, par exemple, de l'approvisionnement de leurs biens, au niveau des recettes douanières et autres. Mais je pense que d'une manière générale, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est que c'est déjà une volonté politique qui s'affirme. Parce que pendant longtemps, il était difficile même pour nous-mêmes, Camerounais, d'aller au Gabon, en Guinée équatoriale, qui sont nos pays, nos voisins, les pays les plus proches. Aujourd'hui, tout à l'heure, mon voisin de gauche, M. Tchako, a évoqué un problème qui est réel, celui de l'infrastructure routière notamment. Mais là également, il faut noter que déjà pour l'UMOA, il n'y a probablement pas de problème. Lorsque vous arrivez dans la zone de l'Afrique de l'Ouest,
Vous pouvez vous lever le matin à Lagos, vous dites que vous allez dormir à Ouagadougou, vous allez le faire sans difficulté. Dans la zone CEMAC également, ça commençait à évoluer. Parce que lorsque vous faites Douala, vous pouvez faire Douala Libreville en véhicule, en voiture, sans difficulté majeure. Donc c'est tout comme on peut faire Douala ou Ouesso, c'est-à-dire au Congo, Brazzaville également, sans trop de difficultés. Donc en fait, on favorise ces déplacements. Il faut noter également que la libre-échange ne va pas seulement, les déplacements ne vont pas seulement se faire par route, puisqu'on peut commercer par des avions, à travers les fret et autres, on peut commercer à travers les navires, etc. Alors, 54 États sur les 55 ont signé le texte de la zone de libre-échange. Pourtant, ceux qui ont ratifié sont au nombre de 27 uniquement. Pourquoi la réticence de plusieurs autres pays? Bien, c'est justement parce que... Parmi les 27, le Cameroun, pour préciser. Voilà. En vérité, il faut dire que les choses telles qu'elles sont. C'est quoi en vérité la libre-échange dont on parle aujourd'hui, lorsqu'on regarde cela de près, c'est un marché vraiment autant de dupes, pour être direct. Un marché de dupes. Pourquoi? Parce qu'on est encore hautement déséquilibré sur plusieurs points. Très déséquilibré d'ailleurs. Ce qui fait que, de manière globale, l'affaire profite davantage aux économies qui sont mieux structurées. Quand je parle d'économie structurée, je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Maroc, je pense à l'Algérie, je pense au Nigeria, au Nigeria même encore à l'Égypte. Voilà. Le Nigeria avait pas parce qu'il ne compte que sur du pétrole, sur le pétrole uniquement. Lorsqu'on parle en dehors de ça, quand il parle des économies déséquilibrées, c'est que quand vous regardez un peu le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe et autres, vous vous rendez compte qu'on a presque les mêmes choses que nous produisons. C'est des économies qui sont fortement appuyées sur l'agriculture, qui elle-même reste pratiquement non transformée. Nous vendons tous les mêmes choses en la même nature. Et ça, c'est depuis le 15e siècle, carrément. Pourquoi? Parce qu'il nous a manqué la maîtrise de la technoscience, qui permet à d'autres de dompter, ou alors de dompter d'abord la nature, mais également de transformer scientifiquement ce qu'ils produisent. Nous, on a continué à vendre ce que nous produisons naturellement. Conséquence, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle de marché de dupes, c'est que quand je regarde un peu ce que nous produisons, je ne sais pas comment, produisons peut-être de l'huile de palme. On va encore ramener la même huile de palme au Gabon. Sauf que... Même au Sénégal. Même au Sénégal, peut-être. Mais sauf que maintenant, pour arriver là-bas, il y a une condition sine qua non. C'est la sécurité. Qui, aujourd'hui, se porte très mal sur le continent. Comment est-ce qu'on peut arriver au Nigeria, affrontant ne serait-ce que le Nozo, par exemple? Vous savez très bien que de ce côté, l'économie est carrément à genoux. Tout ceux-là qui vendaient du cacao ou alors qui vendaient du héros, n'est-ce pas, parlant du Cameroun pour le Nigeria, tous ceux-là ont abandonné. Tous ceux-là qui étaient dans le café ont dû abandonner. Je ne parle pas de la CDC qui aujourd'hui est en train de bégayer carrément. Donc, la sécurité est un élément fondamental pour parler donc de zones de libre-échange. Lorsqu'on parle de libre-échange, c'est que peut-être qu'on s'est levé un matin, on a inventé un truc parce qu'on a vu les autres faire. Non. L'Afrique a ceci de particulier qu'elle limite un peu trop ce que font les autres. C'est-à-dire qu'un matin, on se lève, on dit, bon, on va mettre, qu'est-ce qu'on peut encore dire aux gens pour qu'ils soient contents? On se lève, on dit, bon, voilà, d'accord. Santé pour tous en l'an 2000. Vous vous souvenez encore de ce mot-là. Ça a fait, nous sommes dans 2019. Oh, où en est-on? Bien. On s'est encore levé, nous voici, parlons aujourd'hui de zone de libre-échange. On parlait de l'Union européenne, elle a sa monnaie. On a quelle monnaie? On va commencer avec qui? Avec quelle monnaie? Ici, vous avez le franc CFA. Là-bas, vous avez le dollar. Vous avez les francs CFA, des gens qui ne sont pas les mêmes. Déjà, il faut batailler dur pour que... Et on va quand même parler des autres. Donc, en fait, si on veut parler de zone de libre-échange, c'est de manière sérieuse. Il y a des conditions énormes à rassembler. J'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé, M. Tchako a parlé des infrastructures. Il faut rappeler que, à partir de Douala pour N'Djamena, vous avez à peu près 160 postes de contrôle. 4 jours. Carrément. J'ai vu des mesures de journalistes. Un camion s'est renversé à Douala, seulement à l'entrée est de Douala, pour l'état de la route. La route était tellement mauvaise qu'un camion citerne s'est renversé. Quand je parle de Douala, imaginez donc ceux qui doivent aller à Kaikai, qui doivent aller à la frontière, qui doivent prendre la route qui va en Centrafrique. Comment voulez-vous commercer avec le reste du monde sans avoir le minimum d'infrastructures? Je ne parlerai pas de télécommunications. Aujourd'hui, c'est devenu une urgence. Vous allez communiquer comment avec votre chauffeur qui vous transporte, je ne sais pas trop,
de la marchandise, c'est pas de la farine et autres, quand il n'y a pas de télécommunication. Donc, aujourd'hui, sincèrement, si on veut parler de libre-échange, tranquillement, qu'on s'arrange déjà au niveau d'abord des blocs, les différents blocs, on en a, je crois, 5 en Afrique, qu'on s'arrange déjà à les rendre au moins, comment dirais-je, qu'il y ait l'entente entre les différents blocs. En zone CEMAC, seulement, zone CEMAC, ça fait quelques jours là, on était avec le programme de réforme économique. Eux-mêmes, ils reconnaissent que des projets qui vont plus vite chez eux pour l'étude prennent 3 ans, tranquillement. Et il y en a qui prennent jusqu'à 5 ans. Ça, c'est leur confession publique. Vous pensez donc que c'est en 2020 qu'on va rapidement faire le saut et commencer? Non, du tout. Je crois que c'est un slogan. Et celui-là qui l'a applaudi, je pense que c'était juste pour amuser un peu la galerie. Mais en vérité, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui vont nous poser des actes politiques un peu plus crédibles. Celui-ci est plus, à mon avis, c'est un peu un creux slogan qu'on a balancé. Où est le Made in Cameroun? Il est où? On va vendre quoi à qui? Alors, on va essayer de voir avec M. Tchako beaucoup de scepticisme dans le discours tenu par Aloys Nana. Vous également, vous étiez sceptique à l'entame même de ce programme, mais pourtant, les experts économiques, eux, ils se veulent optimistes au regard de ce que peut produire véritablement la zone de libre-échange au-delà des spécificités de chaque zone qui existe et même de chaque pays. Pourquoi rester dans ce scepticisme quand on sait qu'on peut avoir les moyens de les dépasser? Je vais vous expliquer. Je préfère parler dans une façon très pratique pour que les gens comprennent. En économie, tous les grands économistes sont d'accord que quand on s'unit pour partager, pour vendre entre nous, ça va très vite et ça marche très bien. Bon, c'est un concept c'est un système qui marche, qui est bien. Aux États-Unis, c'est ça, vous pensez, les États-Unis, c'est des États qui se sont réunis pour faire les États-Unis. Bon, l'Amérique se développe, l'Europe se développe, la Chine même se développe, c'est par rapport à un marché. Aujourd'hui, on parle au Cameroun, en Afrique, d'un marché de 1,2 milliard. Imaginez un peu ce que ça fait. Si on pouvait ravitailler tout ce marché, ça veut dire que si je fabrique aujourd'hui de la farine à Douala et que je veux vendre ça à Ouagadougou, ça veut dire que je peux fabriquer 3 à 10 000 tonnes de farine par heure pour vendre partout en Afrique. Malheureusement, nous n'avons pas, j'ai dit tout à l'heure, on nous a, depuis la colonisation, nous sommes un comptoir commercial. Ça nous a fait oublier, nous savons seulement acheter et vendre. Ça nous a fait oublier de développer l'énergie pour produire. Nous n'avons pas d'industrie. Ça nous a fait oublier de faire des grandes plantations de production parce que nous n'avons pas les moyens de garder ce qu'on a produit. Tu vas produire la tomate sur 3000 hectares, sur 3500 hectares, tu vas garder comment? Il faut des grands magasins et ces grands magasins utilisent de l'énergie, il n'y a pas d'énergie. En réalité, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je vous ai dit, ça ne peut pas marcher. C'est un très bon système. Mais pour nous, aujourd'hui, il faut qu'on soit franc et qu'on se mette la tête hors de l'eau pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Pour moi, j'ai dit, pour que ça marche, on doit réunir autour de la table dans chaque pays des experts qui vont nous sortir un rapport de ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ça marche. Si on avait dit dans ce forum-là qu'on est en train de créer un fonds africain pour financer l'énergie ou pour financer l'industrie en disant que c'est 50 000 milliards, c'est 200 000 milliards, je serais en train d'applaudir. À la suite de tout ce qu'ils ont dit, l'énergie qui est le premier élément dans le monde pour être émergent, personne n'en parle. On n'a pas d'énergie. Au Tchad, tu peux faire une semaine sans voir l'électricité. Au Cameroun, il y a les zones où tu peux faire 2 semaines. Bon, partout, c'est la même chose partout. Nous avons besoin de l'énergie pour produire, il n'en a pas. On ne peut pas parler de libre-échange quand tu n'as rien à échanger avec quelqu'un. Nous n'avons rien à échanger entre nous, pour dire la vérité. Est-ce qu'on n'a rien à échanger entre nous, Campo? Et pourtant, les économistes restent suffisamment optimistes là-dessus. La zone de libre-échange pourrait, je dis bien pourrait, permettre de stimuler mieux le commerce intra-africain. À partir du moment où on sait que nous sommes aujourd'hui dans un processus du donner et du recevoir, il faudrait que chacun s'arrange à faire ces activités de l'économie qui consistent à produire, à distribuer, à consommer. Que chaque État s'arrange pour bien mettre en route ces 3 composantes-là. La production, la distribution et la consommation. Et je crois que, vu sous cet angle-là,
chacun pourrait être fort et aura quelque chose à proposer dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Et je crois qu'il y a lieu d'être optimiste. Il suffit juste de booster, comme l'expert l'a dit, c'est de mettre une commission ou alors réunir des experts qui peuvent réfléchir. Les pays africains, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire par exemple, produisent le café, le cacao. Mais c'est des produits qui malheureusement ne rapportent pas. D'abord pour les deux pays, comment pourrait-on être à même d'exporter, de vendre, même seulement en Afrique? Je pense qu'il est grand temps de mener une réflexion sur comment tirer notre épingle du jeu dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Pas des activités de production. Et quand on dit production, que ce soit des productions massives et de qualité qui peuvent aller en compétition sur le plan international, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez, s'il faut peut-être aller vendre dans la zone CEDEAO, je pense que même la quantité va faire problème. Il y a quelqu'un qui avait passé commande de, je ne sais pas trop quelle quantité de poulet. On a été incapable de livrer. Alors que si on s'organisait pour avoir une production de masse et de qualité, je pense que nous nous comporterons très bien dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Un rendez-vous donné et du recevoir qu'il faut davantage organiser. Président Ashumo, beaucoup de scepticisme reste quand même visible. Vous avez parlé de moyens. Pourquoi les moyens doivent être un frein à la mise en œuvre effective de cette zone de libre-échange continentale? D'abord, je pense que le mérite de cette zone, c'est de ressusciter le débat. C'est de ressusciter le débat. Aujourd'hui, nous parlons de tous les goulots d'étranglement, nous parlons des problèmes d'énergie, c'est réel, c'est vrai. Les chefs d'État en parlent depuis la nuit des temps, mais rien n'est fait. Nous parlons des infrastructures routières. C'est vrai que dans certaines zones, ces infrastructures sont en place. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai. Même en Afrique centrale, je peux vous dire que vous pouvez partir de Douala à N'Djamena sur du goudron. Vous pouvez partir de Douala à N'Djamena sur du goudron. Mais M. Tchako dit que c'est tout petit, c'est pas considérable. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire que nous ne faisons pas du surplace. Il faut accepter que nous ne faisons pas du surplace. Lorsque vous voyez même l'évolution du commerce intra-africain, grâce aux différentes zones de libre-échange que nous avons sur le continent, le commerce ne régresse pas. Le commerce ne régresse pas. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas aux 70% de l'Union européenne. Nous ne sommes pas dans la zone CEMAC. Il faut dire que c'est vrai que notre zone est le dernier de la classe. Ça, il faut le dire. Donc, ce n'est pas une référence. Quand on parle du commerce intra-africain, la CEMAC n'est pas du tout une référence. Si vous allez dans les autres zones, vous verrez quand même que la Côte d'Ivoire a une industrie qui existe, qui exporte, si vous allez même au Sénégal aujourd'hui, si vous voyez le fameux plan Sénégal émergent qui a commencé il y a 5 ans, il y a des avancées. Il y a des avancées. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'intérêt de cette démarche politique des chefs d'État, c'est que, justement, les experts, les économistes comme vous, des professeurs comme vous, nous remettons cet essentiel sur la table. Parce que, en effet, si vous dites, allez, il y a libre échange, mais si les populations ne peuvent pas circuler, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit uniquement les hommes d'affaires qui puissent avoir le privilège de traverser une frontière? Pourquoi? Vous pouvez ne pas être homme d'affaires aujourd'hui et l'être demain. Vous pouvez bien voyager pour faire des études de marché sans encore être un homme d'affaires. On ne peut pas faire ce genre de restrictions. S'il y a libre circulation, que tout le monde circule. Que tout le monde circule. Vous voulez ajouter quelque chose? Réagir par rapport... Oui, je veux dire... regardons la structure même qui est mise en place. C'est déjà un problème pour moi. Pourquoi? Vous avez vu les organes de mise en place. Il y a la conférence des chefs d'État. C'est politique. Il y a le conseil des ministres. C'est politique. Il y a le comité des hauts fonctionnaires. C'est politique. Je n'ai vu nulle part où on a parlé d'un groupe d'experts, de ceci qui va analyser le projet. Nous avons un problème en Afrique
on ne prend jamais les politiques. Le politique en Afrique a dominé tout. On ne prend jamais le temps de prendre des experts. L'Afrique a des experts dans tous les domaines. Mais quand on parle chez nous, c'est politique. Politique, on ne parle pas d'experts. On n'a pas dit ici qu'on va mettre en place un comité d'experts pour réfléchir à la mise en place de ce système. On a mis que tous les 4 éléments qu'on a mis en place, c'est politique. Rien que politique. Ça, c'est un premier problème. Quelle que soit la réflexion qui va être menée sur le plan politique, pour moi, s'il n'y a pas d'experts, ça ne va pas marcher. Je vous prends un exemple. Très rapidement. Oui. On a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on a fait des comités interministériels. J'ai jamais vu qu'on a mis dedans l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes. C'est les politiques qui ont organisé tout. Et vous avez vu, c'est que ça. Mettons les spécialistes en avant dans tout ce qu'on fait en Afrique, comme ça se passe ailleurs. Pourquoi nous ne pensons pas comme ça? Alors, même s'il faut mettre les experts au devant de la chose, Maître Joseph-Claude Biliga, je vous sens assez souriant sur les déclarations de votre voisin de gauche, M. Tchako. Il reste aussi que les uns et les autres restent tout de même frileux sur la question douanière. Il faut davantage réduire les coûts de douane. Et les douanes africaines font face à un réel problème, celui de la corruption. Oui, mais avant d'y arriver, moi je voudrais quand même revenir sur le pessimisme qui semble prévaloir sur ce plateau. C'est le droit d'être pessimiste. Oui, je vous en prie, je ne suis pas pessimiste. Oui, moi je dis, tout à l'heure on nous a dit que nous prenions, nous imitions l'Europe. Et il me souvient qu'en 1951, lorsque Jean-Robert Schuman, qui était président du Conseil et ministre de l'Affaires étrangères de France, à la sortie de la guerre avec l'Allemagne, décide de mettre en place la communauté du charbon et de l'acier, qui est l'ancêtre de l'Union européenne aujourd'hui. Lorsqu'il le faisait avec un pays avec lequel il sortait à peine de la guerre, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient pessimistes en disant comment peut-on aller avec l'ennemi qui hier, une personne qui hier est venue en France par exemple, nous soumettre, nous assujettir, mais on a pu y aller. Ils ont pu franchir ces barrières. Ils sont partis donc de la communauté du charbon et de l'acier, qui étaient des produits assez importants, qui servaient d'ailleurs à la fabrication des armes, pour aboutir à ce qui est aujourd'hui reconnu comme l'Union européenne, avec l'espace Schengen, avec les zones de libre-échange, etc., etc. Et tous les pays qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne ne sont pas les pays qui sont de même niveau. La Grèce, on a vu comment la Grèce a été portée à bras le corps pour pouvoir tenir. Et récemment, le Premier ministre a perdu des élections. Je veux dire une chose, c'est que, et c'est ce que moi je trouve de positif dans cette zone de libre-échange. On a pensé à tout le monde. On a pensé aux pays qui ont des économies pas assez suffisamment développées. On a pensé également ce que j'ai appelé la complémentarité, parce qu'en réalité, c'est le véritable problème que nous sommes en train d'évoquer. C'est-à-dire que ce que les Camerounais produisent, c'est ce qu'on retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale. Et vous vous souvenez généralement, lorsqu'il y a des foires de la CEMAC, par exemple, au niveau de Kyosi ou d'Ambamiko, c'est pratiquement les mêmes produits. Vous verrez les jus, c'est les mêmes produits, la même boisson non alcoolisée, c'est la même chose, etc. Donc l'intérêt ici, en fait, pour que ça puisse être bénéfique, je veux que, et tout le monde l'a dit, il faut développer l'industrie. Et essayer, et moi je suis quand même content parce qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, on voit le Nigérien Dangote qui vient investir dans l'industrie au Cameroun, c'est quelque chose de positif. Mais avant lui, on semble l'oublier. Il y a quand même des échanges aujourd'hui au niveau des services, au niveau de la finance notamment et de l'assurance. Les Camerounais ont des compagnies d'assurance qui sont en dehors de la zone CEMAC. Et il y a les banques qui sont en dehors de la zone CEMAC. On a les Marocains qui viennent investir dans le commerce ici, etc. Donc aujourd'hui, l'expatrié cesse d'être forcément le blanc qui travaille dans une multinationale et qui vient travailler au Cameroun. L'expatrié peut être un Camerounais qui va aller travailler au Soudan ou en Algérie dans le cadre d'une entreprise qui est parfois une entreprise camerounaise. Donc moi je dis, nous avons évoqué des difficultés, mais la zone de libre-échange a commencé à exister.
a commencé à produire ses effets. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on la matérialise à travers une convention. Et je suis d'accord avec M. Tiako qu'il faille que les experts puissent être plus impliqués, des économistes, pour pouvoir mais ça ne doit pas être, pour moi, un motif de fétisme ou un motif... Non, les routes, elles seront créées. La communication aujourd'hui, je pense que, quoi qu'on dise, le téléphone portable aujourd'hui fonctionne. Les GPS fonctionnent. Et beaucoup d'autres choses. Au niveau de l'énergie, nous avons les panneaux solaires qui fonctionnent, qui donnent une certaine énergie. Pas pour une énergie pour produire, mais déjà, si on peut, au niveau de la production de l'énergie, envoyer une partie, se délaisser d'une partie qui pourra aller pour la consommation des ménages au profit de l'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire, et qu'une bonne partie de l'énergie va dans les industries, ce sera déjà quelque chose de bien. Moi, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut que nos industriels, ou bien nos hommes d'affaires, cessent de penser commerce et qu'ils pensent à l'investissement lourd. Ça implique sans doute beaucoup d'argent. Et c'est cette raison qu'il faudra maintenant qu'il y ait des joint ventures entre plusieurs pays, hommes d'affaires de plusieurs nationalités, et qu'il y ait une sorte de spécialisation. C'est-à-dire qu'on sache par exemple que si on a besoin peut-être de belles tôles, un exemple que je donne, au Cameroun on pourra les trouver. Que si on a besoin de bon ciment, Dangote au Nigeria peut nous en fournir. Il peut également créer des usines dans d'autres pays pour que ça puisse évoluer. Alors, quelques SMS qui sont parvenus à notre contrôle ce soir dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Cela sera-t-il possible avec une Guinée équatoriale qui est changeante au quart de tour? Nous avons appris qu'elle est en train de construire un mur de 180 km qui séparera le Cameroun et la Guinée équatoriale. À quoi lui sert cette barrière au moment où on parle de libre-échange dans la zone CEMAC tout d'abord, et aujourd'hui au niveau continental. Bonsoir à vous sur le plateau. On peut comprendre le scepticisme de certains de vos panélistes quand on sait que les guerres éclatent quasi quotidiennement. Comment faire du commerce dans des pays toujours en guerre où des chefs d'État sont renversés au quart de tour? Bonsoir à vous sur le plateau. Merci de nous proposer cette thématique sur la libre-échange continental que nous avons essayé de comprendre, mais quelques-uns de vos panélistes nous font l'honneur de pouvoir avoir les tenants et les aboutissants de cette zone de libre-échange, mais tout de même, nous voulons comprendre comment cela se fera. On n'est pas encore là, certainement les experts nous expliqueront dans les jours à venir ce qu'il faudra mettre en route pour que cette zone de libre-échange soit effectivement opérationnelle. D'ailleurs, les chefs d'État ont parlé du 1er juillet 2020. Bonsoir à vous sur le plateau, merci de la thématique, mais tout de même, nous restons toujours sur notre faim. Beaucoup de discours donnés par les présidents africains, mais très peu d'actions sur le terrain. À quand la matérialisation? Nous l'avons dit, le 1er juillet 2019, c'est le délai donné par les chefs de l'État pour voir les retombées effectives de cette zone de libre-échange. Bonsoir à vous, belle émission, merci. Zone de libre-échange, c'est une bonne idée, mais techniquement, ce n'est pas possible. Peut-être pour les pays industrialisés comme le Nigeria, l'Égypte, le Maroc ou alors la Tunisie et l'Afrique du Sud. La Guinée équatoriale peut le faire, mais le Cameroun, non. Trop de coupures de courant, non-respect de l'état de droit. On va échanger quoi? Bon Dieu, trop de détourneurs publics. Alex de Bonaberry qui nous a envoyé son SMS. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir aux panélistes. Merci, le débat est intéressant, mais moi qui suis au Gabon, je veux comprendre ce que notre pays, le Gabon qui ne produit pas beaucoup, devra apporter dans la zone de libre-échange. C'est une question qui est posée, le SMS est arrivé comme ça. Bonsoir à vous sur le plateau. Le Cameroun a les moyens de pouvoir commercer, mais les politiques sont en mauvaise. Alors, peut-on véritablement faire partie de la zone de libre-échange?
Je rappelle, pour votre gouvernement, chers téléspectateurs, que le Cameroun a effectivement ratifié la convention qui met en route la zone de libre-échange continentale. Donc, le Cameroun fait partie des 27 États qui ont ratifié le texte et signataires parmi les 54 des 55 États qui ont effectivement ratifié cette convention. Chers téléspectateurs, n'appelez pas ce numéro de téléphone. Nous ne pourrons pas prendre d'appel. Envoyez-nous simplement votre SMS. Pas de WhatsApp ce soir, de soucis techniques avec notre connexion Internet. Envoyez-nous simplement votre SMS et nous ferons le bonheur, le plaisir de le lire ce soir. Alors, Maître Biliga semble avoir déjoué notre question sur la situation des douanes africaines dans plusieurs pays. Et vous l'avez évoqué dans votre premier propos. Plusieurs pays en ont fait un véritable levier de richesse et de ressources financières, d'autres encore moins. Mais comment pouvoir être dans la perspective de ce libre-échange alors que les douanes font face, un, à des prix assez exorbitants dans certains pays et pas dans d'autres, et deux, à cette situation de corruption quasi permanente qui est décriée par l'ensemble des économistes. Bien. Les douaniers, de manière congénitale, ont un nom, à tort ou à raison, lié à la corruption. Pour le cas du Cameroun, il est arrivé un temps où on parlait des réformes qui avaient été mises en place pour que les douaniers soient moins corrompus. Mais vous savez, c'est des gens qui sont en contact permanent avec de l'argent et donc il peut leur arriver justement de faire des pratiques qui soient contraires à la norme, à l'éthique. Cela dit, ce qui s'est fait au Cameroun, c'est fait peut-être aussi en Côte d'Ivoire, peut-être aussi partout. Il y a des pays qui ont un accès à la mer, où il y a des douaniers qui donc manipulent beaucoup de ressources. Cela peut arriver n'importe où. Maintenant, votre question, c'est justement, elle est hautement pertinente. C'est-à-dire que est-ce qu'on aura une fois des douaniers qui soient exempts de tout mauvais soupçon? C'est pas possible. Maintenant, certes, on sait qu'ils sont comme ils sont, mais à mon avis, étant donné que chaque État est en train de déployer actuellement des mécanismes qui font que les douaniers soient de moins en moins corrompus. Vous vous souvenez que vous avez peut-être vu au Tchad où Brice Déby a fait des descentes inopinées pour aller traquer carrément les douaniers. Ça peut se faire ailleurs également. Bref, les douaniers aujourd'hui sont, à mon avis, un peu consciencieux que... Vous semblez vouloir contourner la question. Vous savez très bien que dans la quasi-totalité, et c'est l'un des discours qui a été évoqué durant ces assises à Niamey au Niger. Ça c'est fondé. Ce que je dis, c'est que je ne mets pas en doute le fait que les douaniers soient corrompus. Non, mais il faut également dire que parmi eux, à mon avis, lorsqu'on fait des projets comme celui-ci, à mon avis, les États mettront en place des stratégies pour que la douane soit moins corrompue et que comment dirais, ce qui doit être réduit soit réellement réduit. Mais là où le bas blesse, c'est que les États ont la conviction que lorsqu'on parle de réduire les frais douaniers, ils vont avoir des recettes un peu plus amoindries. Et là, beaucoup ne sont pas d'accord. À l'instar du Nigeria qui a une économie qui n'est pas très diversifiée. Maintenant, quelqu'un a évoqué là le cas de la Guinée équatoriale. Évidemment, lorsque vous avez une économie qui repose à 80% sur le pétrole, au cas de la Guinée équatoriale, évidemment, elle a peur, elle doit avoir peur. Mais c'est une peur qui a ses limites également. Ça dit quoi? Lorsqu'on parle, si la zone de libre-échange était une opération, comment dirais-je, réalisable, forcément, elle devrait l'accepter. Quand je dis réalisable, c'est que on parle de création de richesses, on parle de création, de partage d'expérience, c'est-à-dire de création d'emplois, de débouchés. Vous produisez, c'est pas du vin, vous pouvez venir le vendre au Cameroun. Vous avez, ici on produit peut-être du maïs, on peut aller vendre ça, c'est pas trop, au Sénégal. Ils font du très bon maïs, du très bon arachide. Ils peuvent nous l'avoir. Bref, que ça circule ainsi. Mais c'est vraiment là où, quand on parle de... Lorsque les gens pensent que nous sommes pessimistes, c'est que justement, on regarde tout ce qui se passe sur le continent actuellement. Et lorsqu'on regarde ce qui se fait ailleurs, on comprend que honnêtement, on est en train de faire quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. On parle de l'Union européenne qui commerce entre elles à 70% carrément. Il y a eu combien de guerres à l'Union européenne qui ont pu empêcher aux gens de commercer? Pratiquement aucune. L'Union, je veux dire quoi, les États-Unis, c'est je crois 59%, l'Asie a 59%, échange intra-Asie, 59%. Il y a eu quelle guerre entre eux là-bas? Pratiquement aucune guerre. Chez nous, donc, on est à 17%. Pratiquement, en 2017. Ça veut dire qu'on est courageux. Entre-temps, Boko Haram est venu. Il y a les Al-Qaïda, comme tranquillement. Et il faut dire, rappeler que
le commerce entre pays est intimement lié également à la géopolitique. Des gens vous regardent, vous importez très souvent de chez eux. Vous voulez leur dire que en ce moment on est en train de mettre en place des mécanismes pour vous fuir. Et vous pensez qu'ils ne vont pas armer demain les gens, ceux-là qui peuvent vous amener à rentrer encore en arrière. D'accord. Alors, la zone de libre-échange, la ZLEC, comme on l'abrège, n'est pas seulement truffée, permettez-moi l'expression, de pessimisme, mais également il y a pas mal d'avantages. On parle de création d'emplois, d'une meilleure mobilité entre les Africains et même entre les pays, et davantage de porter le développement du continent noir. Tous les économistes vont vous dire la libre-échange, c'est symbole de création d'emplois. Ça, c'est clair. Ça veut dire que si nous vendons, si nous avons la capacité de produire aujourd'hui 500 tonnes, je reviens toujours sur la farine, et qu'en vendant à 10 pays, on va produire 50 000 tonnes. Ce n'est pas 10 personnes qui produisent les 500 tonnes qui vont continuer à produire les 10 000 tonnes. Ça veut dire qu'on va aller de 10 personnes à peut-être 300 personnes dans la même usine parce que la capacité de production a augmenté. Bon, automatiquement, c'est pour ça que je suis pas pessimiste. Mais je dis, si nous ne mettons pas tout en œuvre cette fois-ci pour profiter de cet élément qu'on nous a donné, c'est un système qui a marché partout. Pourquoi ça ne devait pas marcher en Afrique? Parce que nous n'avons pas pensé. D'autres sont en train de dire il faut qu'on mette un peu de la peinture pour que ça soit un peu blanc. Mais je dis, si nous passons le temps à mettre la peinture, depuis 60 ans, on met la peinture sur ce qui ne marche pas. Il faut qu'on soit Est-ce que les économies en elles-mêmes sont... C'est pas compétitif. Nos économies ne sont pas compétitives. Nous sommes un comptoir commercial, je vous ai dit. Nous n'avons aucune industrie. Au Cameroun, il n'y a rien. Nous n'avons pas une industrie qui pèse 300 milliards de francs CFA en dehors de la Sonara. L'industrie, nous n'avons pas une industrie qui pèse, qui peut produire uniquement de l'huile rouge, comme vous avez dit, l'huile raffinée de bonne qualité pour vendre jusqu'en Afrique du Sud. Nous n'avons pas d'économie pour raffiner de l'huile de nos plantations. Voilà. Vous comprenez que je suis très content du système qui est mis en place parce que c'est un système qui va venir créer de l'emploi. Mais d'autant plus que je suis convaincu que nos politiques ne pensent pas avant de parler. Parce que s'ils pensaient avant de parler, ils n'auraient pas dû dire maintenant qu'on peut le faire sans toutefois dire nous avons pensé à un fonds pour développer l'énergie en Afrique. Parce que ça, pour que nous arrivions à faire ceci, dans 5 ans, on va créer un fonds industriel pour développer l'industrie. Il y a de l'argent dans le monde. Il faut seulement des garanties. Si cet État se réunissait en disant nous avons un fonds de 5 000 milliards et il donne des garanties à tout l'argent qui circule dans le monde, on va venir ici mettre un fonds de garantie. Dans le monde, tous les Européens se développent. Pourquoi? Tu veux faire ton industrie, c'est l'État te donne une garantie pour qui garantit ton financement auprès de ton partenaire financier. C'est l'État qui le fait. On crée un fonds de garantie pour développer notre énergie. Et nous avons des barrages à faire, nous avons des trucs solaires, on a de soleil qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Pourquoi nous ne pensons pas à commencer par là pour chuter maintenant dans la zone de libre-échange? C'est ça mon problème. Alors, un problème qui a tout son pesant d'or ou qui vaut tout son pesant d'or. Tout à fait. Mais avant de continuer, peut-être que je m'attendais à ce que les téléspectateurs fassent cette remarque. Nous sommes tous habillés ici à noir. Est-ce qu'à dire que il y en a qui sont en bleu aussi. C'est juste une heureuse coïncidence. C'est une tenue sombre. Non, c'est pour assurer Maître Biliga que nous ne sommes pas pessimistes. Au contraire, nous sommes optimistes parce que, je l'ai toujours dit, hein, c'est une forme de pression qui est mise aujourd'hui à tout le monde pour être dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Les hommes d'affaires devraient, vraiment qu'ils me permettent cette expression, cesser d'être des vendeurs de cacahuètes. Aller à la chambre du commerce, il y a souvent des réunions qui se sont tenues là-bas avec les investisseurs étrangers. Au point où quand ils arrivent, ils disent qu'ils n'ont pas eu affaire aux industriels. Alors, pour la petite histoire, il y a eu une levée de fonds de 1500 milliards faite par un investisseur nigérien au Cameroun. À la limite, il a racheté ce que les Camerounais étaient venus investir. Près de 500 milliards de francs CFA. Oui, disons, je suis en train de dire qu'il y a une pression qui est mise sur tout le monde et que chacun devrait prendre conscience. Parce que regardons ce que ça va faire comme bien à tout le monde. On parle ici, et tous les économistes sont unanimes là-dessus, que c'est un réservoir de création d'emplois, cette zone de libre-échange. Alors pourquoi nous n'allons pas prendre conscience et mettre tout en œuvre pour que nous réussissions?
les évolutions sont là. On est parti de l'UDEAC en 1972 à juin 2000 à la CEMAC à Malabo. On a discuté de ces questions, mais que ça cesse de rester des discours, qu'on passe de la parole à l'acte. C'est ça qu'il est question, tout simplement. Et qu'on voit aujourd'hui comment il y aura changement et que chacun trouve son compte. Est-ce que les paysans ou les chefs d'État africains sont prêts à passer des discours aux actions concrètes pour ce qui est de cette libre-échange qu'on veut être opérationnel effectivement en 2020, soit pratiquement un an, jour pour jour? Je pense qu'on est toujours dans les aspects politiques. Hein. On n'est pas 2020, c'est toujours des aspects politiques. Je ne pense pas que c'est une zone qui a plus de 30% fonctionnera avant 2030. Je ne le pense pas. Je ne pense pas. Il y a énormément de travail à faire. Nous 2030 sommes 2030, oui. 2030, je ne pense pas. Parce que nous sommes encore dans des réglages politiques. Ce sont des réglages politiques. 2020, c'est encore des réglages politiques. C'est pas en 2020 que tout va être ouvert. On peut déjà commencer à ouvrir à partir de 2020. Non, il faut déjà mettre en place tous les critères. Il y a des critères à mettre en place. Quand on dit droit de douane, il s'agit de quoi? Il faut les définir. Aujourd'hui, tel pays est à quel niveau de droit de douane? Il va baisser de combien? Ensuite, il y a les droits non tarifaires. Non tarifaires. Sachant que le Cameroun a par exemple ratifié il y a quelque temps son accord de partenariat économique. Nous revenons encore au même problème des experts. Les politiques ont signé, les experts doivent travailler. Et si les experts ne travaillent pas, dans 10 ans, il n'y aura pas de zone d'échange. Il n'y aura pas de zone d'échange. Écoutez, il faut déjà harmoniser tout cela. Et d'une économie à une autre, nous avons des disparités énormes, énormes. Donc comment est-ce que vous allez démarrer une zone sans avoir mis tout cela à plat? Pour savoir que vous êtes à tel niveau de tarif douanier, et si vous gardez ce niveau-là, on ne pourra pas, vous ne pourrez pas être compétitif à l'intérieur de la zone, mais qui va faire ce travail? Ce n'est pas les politiques. C'est les experts, c'est les techniciens. Et il en faudra énormément. Ce sera une grosse machine. Alors une grande machine qui devra prendre à peu près combien de temps? À mon sens, il faudrait compter un minimum de 5 ans. On a pris 5 ans pour négocier. Absolument. Il faudrait encore prendre 5 ans pour... Il faudrait un minimum de 5 ans. Je ne vois pas comment tout ce travail... Je ne vois pas comment tout ce travail pourra être fait en 12 mois. D'autant qu'on ne parle même pas encore d'experts. Notre ami panéliste le disait tout à l'heure, les organes qui sont mis en place, c'est encore des organes politiques. Il faut encore mettre en place les organes techniques. Il faut recruter tout ce monde-là. Il faut recruter tous ces experts-là. Il faut prévoir des budgets pour eux. Il faut prévoir des budgets. Donc c'est une grosse machine administrative et technique qu'il faut mettre en place pour pouvoir donc faire des études étape par étape. Il faut savoir où est-ce que vous en êtes. Nous avons 54 États. Il faut décortiquer ces économies-là, mesurer, n'est-ce pas, les niveaux des tarifs douaniers, également, n'est-ce pas, les barrières non douanières. Trouver les palliatifs. Trouver les palliatifs. Les barrières non douanières qui sont très importantes. Tout à l'heure, vous parliez de corruption. Mais ça fait partie des barrières. Vous parliez des infrastructures qui ne sont pas en place. Ça fait partie des barrières. Comment vous allez harmoniser tout cela? Ça demande énormément de travail. Je dis énormément de travail. Alors, il faut suffisamment de travail pour pouvoir instaurer ou mettre en route, en mouvement, tous ces pays en tenant compte de toutes les disparités. Mais pourtant, il est question, à travers la zone de libre-échange, d'instaurer un marché unique africain. Un marché unique africain qui va aller au-delà de faire du commerce intra, qui va aller également à l'assaut du commerce international. Maître Biliga. Oui. Et s'agissant des barrières douanières, on parle d'un abaissement d'environ 20%.
C'est l'expectative qui est lancée à l'issue des travaux de Niamey au Niger. Oui, je voudrais peut-être revenir, si je m'égare, vous allez me remettre sur les rails. Il faudrait rester sur les rails. Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'entends le dernier intervenant parler, Monsieur de Soumon, ça me rappelle un peu l'indépendance. À quelques jours de l'indépendance, on se demandait est-ce qu'on pourrait être indépendant. Où trouverons-nous des professeurs pour enseigner? Où trouverons-nous des fonctionnaires même pour travailler? Des gens avaient le CEP, d'autres n'avaient même pas allé à l'école. Mais cela n'a pas empêché qu'on ait l'indépendance. En fait, c'est ça. On est à une étape de notre vie en tant qu'Africains où on a toujours dit que les Africains ne peuvent pas s'unir. Les Africains disent, ok, nous, on va essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons aller ensemble dans la matière économique en créant une zone de libre-échange continentale. Et tout à l'heure, lors des débats ici, certains ont dit avec raison que ces zones ne devaient pas seulement être limitées. Il n'y avait pas que les hommes d'affaires qui devaient être favorisés. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une libre échange, qu'il y ait une libre circulation des hommes et des biens. Même si ce ne sont pas des hommes d'affaires. Et je suis de la conviction qu'on arrivera à ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, où, comme on l'a fait maintenant avec la CEMAC, où on peut partir d'ici pour aller ailleurs sans que forcément être commerçant ou être... Alors, je voudrais revenir vers vous, si vous reposez votre question. Là, je reprendrai mieux. Je voudrais réagir puisque je suis... interpellé, oui, monsieur de Simon. Je voudrais dire que l'enthousiasme doit toujours nous faire raison garder. Il ne s'agit pas de pessimisme. Il s'agit de dire il y a du travail. Si vous dites qu'il n'y a pas de travail, je suis désolé. Non, mais c'est qu'en fait, vous voulez dire que ceux qui ont pensé le projet n'ont pas su qu'il y avait du travail. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, c'est ça. Il faut leur donner le bénéfice. Non, il faut leur accorder le bénéfice de l'intelligence. Pas du tout. C'est-à-dire, non, c'est là où vous et moi ne sommes pas d'accord. Vous faites comme si les gens sont levés un matin, ils ont dit la zone de libre-échange économique continentale, sans avoir pensé aux écueils, sans avoir pensé aux difficultés, sans avoir pensé aux services après-vente. Mais nous n'avons pas de documents. Oui, peut-être que vous ne les avez pas encore. Parce que je suis désolé. Laissez-moi continuer maintenant. Parce que vous dites ceci. Vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Moi, je dis le politique, parce que M. Jaco disait que les organes sont essentiellement politiques. Mais ce sont ces organes politiques qui prennent des décisions, même en matière économique. Disons un exemple, par exemple. Ce sont les politiques qui vont vous parler du code de l'investissement. C'est eux qui vont mettre un coût d'investissement attractif. C'est eux qui vont essayer de diminuer les droits de douane, etc., qui vont mettre en pratique, en réalité. Et vous imaginez bien, dans les ministères sont entourés de techniciens. Ils ne font pas les choses d'une manière... oui, vous le savez très bien, il y a tous des techniciens, les conseillers techniques et autres. Ils sont là pour jouer ce rôle du technicien, là à côté des politiques. Donc je veux dire que, pour moi, et je continue, tout à l'heure je l'ai dit au début, à l'entame de mon intervention, en disant ceci. Mais nous sommes en train on expérimente depuis des années les zones de libre-échange, mais dans des régions sous-régionales. Vous croyez que la SADC n'a pas évolué et où il n'y a pas vraiment des vrais échanges entre pays. Vous croyez que la CEDEAO n'a pas suffisamment évolué? La CEMAC est en train d'évoluer. Vous croyez que le commerçant de Fumban, je veux dire le paysan qui fait la tomate en Fumban, ne parvient pas à aller au marché d'Ambamukyo à la frontière avec le Gabon, ou bien à Kiosi avec le Gabon et la Guinée équatoriale, et vend plus parce qu'il a produit. On a eu cette appréhension également avec des APE, l'accord de partenariat économique avec la France. Aujourd'hui, hier j'étais sur un plateau de télévision, je l'expliquais ça. Aujourd'hui, si vous voyez les grands magasins, les grandes surfaces qui sont des européens, qu'on voit maintenant ici, je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de la publicité. Au départ, on se disait, mais si ça arrive, qu'est-ce que ça va nous donner? Mais aujourd'hui, lorsque vous avez besoin d'acheter le plantain, vous allez dans cette surface-là. Vous voulez acheter une tomate, vous y allez. Si ce n'est pas les tomates importées, c'est les tomates du Cameroun. C'est le producteur de Fumban, de la Léquier, de Tchang, qui produit pour vendre. Donc je veux dire qu'on peut profiter de cette structure pour pouvoir booster notre économie. Je l'ai dit tout à l'heure, je terminerai par là, que même en matière d'industrie, il est le temps où on doit aller seul est dépassé.
Et il faut pouvoir faire des joint ventures. Il y a la Banque africaine de développement, il y a d'autres structures bancaires en Afrique, le Fonds islamique d'investissement et autres, qui peuvent intervenir pour pouvoir permettre cette création des sociétés et de l'emploi. Merci à vous, maître. Alors, je voudrais éviter surtout qu'on ne soit... Oui, je vais vous donner la parole, mais je voudrais éviter qu'on arrive dans un ping-pong. Vous êtes peut-être dans le secret des dieux. Hein, vous êtes peut-être dans le secret des dieux. Ce que j'ai dit ici, c'est que nous en sommes encore aux accords politiques. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Nous en sommes aux accords politiques. Mais je dis que je ne suis pas d'accord. Mais nous en sommes... Est-ce que vous avez le budget de l'ASLE? Sortez-moi le budget de l'ASLE. Sortez-moi le budget de l'ASLE. Sortez-moi le budget du secrétariat général. Pendant 5 ans, ils n'ont rien fait. S'il vous plaît, sortez-moi le budget du secrétariat. Ils ont déclaré un an avant de mettre la mise en place. Vous êtes dans le secret des dieux. Sortez-moi le budget du secrétariat général de l'ASLE. Puisque vous êtes dans le secret des dieux. Et c'est de ça que nous parlons. C'est pas une question personnelle. Mais moi, je parle de... Je vous en prie. Alors, monsieur, il ne faut pas me gâcher en me disant que je suis sur le secret, dans le secret des dieux. Je fais une analyse politique, une analyse juridique, une analyse intellectuelle. Merci beaucoup. Alors, monsieur, merci, s'il vous plaît. On va essayer de reprendre le pouls, respirer un tout petit peu pour cette émission qui prend beaucoup de volume. Merci également à nos Camerounais et à ces étrangers qui nous envoient des SMS dans le cadre de ce programme ce soir. On parle de la zone de libre-échange continentale qui a été mise en route et certainement elle va permettre d'apporter des choses pour nos différents pays et pour le continent noir. Mais il y a des scepticistes ou alors il y a des sceptiques qui restent dans leurs bottes au regard de ce qui a été mis en route. Il y a des optimistes qui pensent que nous devons tourner la page d'hier et regarder vers d'autres horizons. Mais justement, en rapport avec ces nouveaux horizons, instaurer un marché unique africain pour affronter le marché mondial, c'est un atout. C'est un atout, mais qui a encore ses écueils? Vous restez sur les écueils. Vous savez, lorsqu'il parle des écueils, c'est que lorsqu'on évoque la question de l'industrie, on fait appel de manière directe à la question des normes, de la qualité. Ça ne joue pas à l'extérieur. Si vous n'avez pas de normes, si vous ne les respectez pas, à la règle, cher monsieur, au millimètre près, vous ne pourrez pas vendre ce que vous avez produit à l'extérieur. Je vais prendre un cas. En 2003, je pense qu'on a signé les accords de l'AGOA, African Growth Opportunity Act. Les États-Unis vous disent, voilà, on vous ouvre notre marché. Ravitaillez-nous, donnez-nous ce que vous produisez. Mais sauf que avant de venir chez nous, rassurez-vous que ce qui entre chez nous, là, respecte à la limite près les normes. Même si c'est votre miel, il y a un taux de sucre qu'il doit contenir. Si ça dépasse un peu trop, ils sont regardants. Vous rentrez avec votre marchandise chez vous, tranquillement. Conséquence, la dernière fois que j'ai travaillé sur ce sujet, il y avait deux problèmes. À l'AGOA, non seulement les normes n'étaient pas respectées, mais également on avait de la peine à remplir un conteneur de 40 pieds. Très bien, voilà, mettre en preuve. Donc, j'ai failli dire qu'on est paresseux. Lorsqu'il faut travailler durement, hein, on ne nous voit pas. Mais lorsqu'il faut faire des discours, c'est là où vous allez voir dans les gens remplis des amphis, des autres. Entre-temps, il y a des pays quand même qui se démarquent. Quelqu'un demandait au Gabon, qu'est-ce qu'on peut produire? Le Gabon a développé, je pense bien, la zone économique, un truc comme ça. J'ai entendu parler d'une zone économique qui sera en chantier. Au Cameroun, nous, on n'a pas de pâte à papier. Je pense que le Gabon a demandé depuis un temps que chaque bois qui sort, qu'il y ait un travail qui soit fait dessus. Par exemple, nous, on consomme beaucoup de la pâte à papier pour les journaux, même au Gabon. S'ils font de la bonne pâte à papier, qu'ils nous l'envoient ici. Ou alors ils font même du papier. Forcément, il y a des journaux au Cameroun, il y a des journaux en ECA, il y a des journaux, c'est pas, au Tchad et autres. Les gens vont les consommer, ils vont consommer ces papiers. S'ils font du soja et que c'est du bon lait, mais forcément, nous qui aimons... Bref, le Gabon est en mesure de nous apporter 1000 choses également. Tout comme le Cameroun est en mesure d'apporter des choses ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on regarde un peu la zone économique de libre-échange, on parlait de 3% en moyenne. Mais seulement, il y a des choses. C'est que on néglige un peu trop notre agriculture. Regardez un peu la Chine.
En 78, la Chine avait à peu près 97% de pauvres. 97%. Et en 40 ans, lorsque les gars sont entrés en contact avec le commerce international, en 2018, on est à 3%. 700 millions en moyenne de Chinois sont sortis de la pauvreté grâce à l'agriculture. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attire? C'est la brocante. Donc, ce qui a été produit ailleurs. C'est ça qui nous attire. Et on y va parce qu'on est sûr que ce n'est pas tant le prix qui nous attire, mais c'est la qualité. Je parlais tantôt des normes et de la qualité. Lorsque vous voyez un matelas, le 3e ou 4e, qui vient de l'extérieur, à la brocante, vous-même vous le touchez, vous sentez que c'est du bon. Vous avez un réfrigérateur. Quels sont les gens qui produisent des frigos au Cameroun, ou au Tchad, ou au Gabon? Des ventilateurs, des vis. Heureusement qu'au Cameroun, il y en a quand même une dame qui produit les vis. Et il y en a. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de dire que quand je parlais de pessimisme, c'est que je me retrouve. L'agriculture n'est valorisée nulle part. Peut-être au Gabon aujourd'hui, on est en train de se réveiller. Mais nous, on est encore au niveau des plans d'industrie, un truc comme ça que j'ai entendu parler vaguement. C'est encore au niveau des études. Maître Bilega parlait tantôt de... Je comprends bien l'affaire. C'est que ce qui énerve, ce qui fâche, c'est le temps qu'on prend. Il est excessif par rapport aux besoins réels. Les gens ont des problèmes. Les gens veulent travailler. Les gens vont en mer mourir. Alors que si on produisait... la terre était mise en valeur. Maître Bilega. Les enfants n'auront pas une seule idée d'aller à l'extérieur. Mais comme ils ne sont pas occupés, ils pensent que l'ailleurs, c'est le paradis. Conséquence, ils s'en vont. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons comme ça. On va vendre donc quoi? Il y a la terre pour produire mille et une choses. Heureusement que le chef d'État a dit que la terre ne trompe pas. C'est vrai qu'elle ne trompe pas. C'est tous qui ont fait l'expérience de l'agriculture savent très bien que c'est un secteur qui rapporte gros. Mais seulement, c'est un secteur qui est hautement exigeant. Lorsque vous voulez produire, c'est pas trop du maïs, il vous faut des engrais. Il y a combien d'entreprises d'engrais au Tchad, au Gabon, en Centrafrique, au Sénégal? Tout vient de l'extérieur, tranquillement. Et donc aujourd'hui, pour que nous commencions avec les autres, il faudrait que nous-mêmes, que nous développions l'industrie. Et l'industrie est hautement liée à la technoscience. Ceux qui sont allés aux États-Unis ont vu comment les Américains produisent leur agriculture. Ils sont des champions du monde, ils ne sont pas de l'agriculture. Champions en tout. Maïs sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez ce que les gars développent comme machinerie pour produire leur maïs, ça demande un investissement. Donc aujourd'hui, la fait c'est que si nous voulons commencer, si nous voulons parler d'échange là, tranquillement, revoyons le système éducatif. La santé, il ne faut pas travailler avec les gens qui sont malades. N'est-ce pas? Il faut que les gens soient en santé. Donc, tranquillement, que de laisser nous faire des discours là, il faut rentrer d'abord à la base. D'accord? Avoir un bon système éducatif. Prenons d'abord un cas. Non, merci. Vous ne voulez pas le débat. Parce que je voudrais rappeler pour votre gouverneur sur le plateau qu'il nous reste à peu près chrono en main. Pratiquement 13 minutes pour la fin de ce programme. Et 13 minutes, alors en excluant notre consultant de ce soir, puisqu'il a pris 4 à 5 minutes pour développer tout à l'heure. Chacun de vous aura droit à 2 minutes. Pour pouvoir donner un mot, on va pas dire le mot de fin, parce qu'on aura d'autres mots à dire autour de cette problématique. Elle est large, elle est intéressante, elle est nouvelle. Donc, il y aura d'autres sujets qui pourraient être greffés à cette problématique. Donc, M. Tchako, comment on fait? Il faut rester dans cette perspective-là, dans cette bonne idée. Mais comment on fait pour y rester? Je voulais dire à Maître que quand il voit nos yeux briller et qu'on est en train de regarder cet enfant qu'on vient de naître avec beaucoup d'attention, parce que ce qu'on dit, c'est parce qu'on veut que ça marche. Pour moi, il ne faut plus qu'on continue à tomber dans les mêmes pièges. Il a parlé tout à l'heure de l'indépendance. Nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que l'indépendance, on n'était pas prêt. On n'avait pas préparé, on n'était pas préparé. Comme aujourd'hui, on nous a donné le libre-échange. C'est la même chose, on vient comme ça, on donne aux Africains. On ne vous donne pas le temps de vous préparer. Et chaque fois, c'est la même chose. 5 ans, ça suffit pour se préparer. Non, je veux vous dire une chose. On ne se prépare pas pour quelque chose de si important en comptant le temps. On se prépare en regardant si on a rempli le cahier de charge. Chaque chose que tu fais, si tu es manager, le matin tu te lèves, tu fais un cahier de charge de ton projet. C'est quand tu es convaincu que tu as respecté tout dans ton cahier de charge que tu mets le projet en marche. Nous avions quel cahier de charge pour lancer notre système? Je vais vous prendre l'exemple. Aloïs tout à l'heure a parlé de la Chine. La Chine s'est enfermée sur elle-même pendant plus de 30 ans. Personne ne savait ce qui se passait là-bas. Pourquoi nous les Africains, on ne peut pas chercher ce qui a marché?
Ils étaient plus pauvres que nous. Mais la zone de libre-échange marche en Europe. Non, marche en non, Asie, elle marche aux États-Unis. Je vais vous revenir, si vous voulez, sur le plan économique, je reviens même sur l'Europe. L'Europe, pendant la guerre, comme il a dit, après la guerre de 1945, l'Europe